Ce soir-là, dans cette salle décorée de roses blanches, j'ai compris qu'un mariage pouvait détruire bien plus qu'il n'unissait. Je m'appelle Cécile Pommier. J'ai 62 ans. Et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Tout a commencé 3 mois avant le mariage de mon fils Luigi. J'étais assise dans ma cuisine, celle où je l'avais vu grandir, où j'avais préparé ses goûters d'enfance, où il venait encore parfois boire un café en fin d'après-midi. La lumière de septembre entrait par la fenêtre, douce et dorée, comme elle l'avait toujours fait. Mon téléphone a vibré. Un message de Luigi. « Maman, il faut qu'on parle. C'est important. » Mon cœur s'est serré. Pas par inquiétude, mais par cette intuition que seules les mères possèdent. Celle qui vous dit que quelque chose ne va pas, même quand tout semble en ordre. Il est arrivé 1 heure plus tard, seul, sans Chloé, sa fiancée. Il avait ce regard que je connaissais trop bien. Le regard d'un homme qui s'apprête à blesser quelqu'un qu'il aime. Il s'est assis face à moi, a posé ses mains sur la table, ses mains que j'avais tenues quand il avait peur, ses mains que j'avais soignées après ses chutes de vélo. Maman, Chloé et moi, on a beaucoup réfléchi. J'ai souri doucement pour l'encourager, pour lui dire que quoi qu'il ait à dire, j'étais là. Elle pense, enfin, nous pensons, que peut-être, ce serait mieux si tu restais un peu en retrait, le jour du mariage. Le silence qui a suivi était lourd, lourd comme une pierre au fond de l'eau. En retrait, j'ai répété, la voix calme, trop calme. Il a baissé les yeux. Tu sais, c'est son jour à elle aussi. Elle veut que tout soit parfait. Et elle a l'impression que parfois, tu prends trop de place. Trop de place. Moi, Cécile Pommier. Qui avait élevé cet homme seul après que son père nous ait quittés quand il avait 7 ans? Qui avait travaillé comme secrétaire médicale pendant 30 ans pour lui payer des études d'ingénieur? Qui avait renoncé à refaire ma vie pour ne jamais le perturber? Trop de place. J'ai regardé mon fils et j'ai souri. Parce qu'on apprend, avec le temps, à sourire même quand on saigne à l'intérieur. D'accord, mon chéri, je comprends. Il a semblé soulagé, trop soulagé. Merci, maman. Tu es formidable. Je savais que tu comprendrais. Il est parti 10 minutes plus tard. Il m'a embrassé sur le front, comme il le faisait enfant. Mais cette fois, ce baiser avait le goût de l'adieu. Je suis restée assise dans ma cuisine. La lumière avait changé. Elle était devenue grise, presque froide. Sur la table, il y avait une photo dans un cadre en argent. Une photo de Luigi à 5 ans, tenant ma main devant notre ancienne maison. Il souriait. J'avais l'air fatiguée, mais heureuse. J'ai pris cette photo entre mes mains et j'ai pleuré. Pas de gros sanglots. Juste ces larmes silencieuses qui coulent quand on réalise que quelque chose est cassé et qu'on ne pourra jamais le réparer. Les semaines ont passé. Je recevais des nouvelles du mariage par message bref. Le traiteur est confirmé. La salle est magnifique. Tout avance bien. Jamais une question. Jamais un « Et toi, maman, comment vas-tu ?» J'ai quand même acheté une robe. Bleu nuit. Élégante. Discrète. Exactement ce qu'une mère doit porter quand elle ne veut pas prendre trop de place. Le jour du mariage est arrivé. Je suis entrée dans la salle de réception à Versailles, un endroit somptueux que je n'aurais jamais pu m'offrir. Chloé avait du goût. Il fallait le reconnaître. Tout était parfait. Les roses blanches, les nappes de lin ivoire, les chandeliers en cristal. J'ai cherché mon nom sur le plan de table. Il n'était pas avec la famille proche, ni au 2e rang, ni même au 3e. Il était tout au fond, table 18, avec des collègues de travail de Luigi que je ne connaissais pas. J'ai senti mes jambes trembler, mais je me suis redressée. J'ai souri, et je me suis dirigée vers ma place, la tête haute. Puis, la cérémonie a commencé. Luigi était magnifique dans son costume gris anthracite. Chloé était éblouissante dans sa robe de dentelle. Ils se sont dit oui. Tout le monde a applaudi. Moi aussi. J'ai applaudi, même si mes mains tremblaient. Et puis est venu le moment des discours. Le père de Chloé s'est levé le premier. Il a parlé de sa fille avec fierté, avec amour. Il a parlé de Luigi comme d'un fils. Il a parlé de famille, de bonheur, d'avenir. Puis ce fut le tour de Chloé. Elle a pris le micro, radieuse, et elle a commencé à parler. Elle a remercié ses parents. Elle a remercié ses amis. Elle a remercié tout le monde. Et puis, elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Je veux aussi remercier une personne très spéciale. Elle a fait une pause, un sourire étrange sur les lèvres. Nous avions demandé à la mère du marié de ne pas venir, mais elle a insisté. Un rire nerveux a parcouru la salle. Alors merci Cécile, d'être là quand même. C'est courageux.
Les rires sont devenus plus francs, plus cruels. Je suis restée assise, figée, le visage brûlant de honte. Luigi, à côté d'elle, n'a rien dit. Il a souri. Gêné, peut-être, mais il a souri. Et c'est là, dans ce silence écrasant qui a suivi les rires, que j'ai compris quelque chose de très simple. Je n'avais plus rien à perdre. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Il y a des moments dans une vie où tout bascule. Mais avant la chute, il y a toujours eu la lumière. Et je veux vous parler de cette lumière, parce que c'est elle qui rend la trahison si difficile à accepter. Luigi est né un matin de mars. Il pleuvait, une de ces pluies douces qui annoncent le printemps. Quand l'infirmière me l'a mis dans les bras, j'ai su que ma vie venait de prendre un sens que je n'avais jamais imaginé. Son père, Marco, était italien, un homme charmant, attentionné, qui me faisait rire. Nous nous étions mariés jeunes, trop jeunes peut-être, mais nous étions heureux. Ou du moins, je croyais que nous l'étions. Notre appartement n'était pas grand, 3 pièces, dans le 15e arrondissement, mais c'était notre nid. J'avais cousu les rideaux moi-même, des rideaux bleu ciel, avec de petites fleurs blanches. Luigi adorait les regarder bouger avec le vent quand la fenêtre était ouverte. Le dimanche, Marco préparait ses pâtes. Il mettait de la musique italienne et dansait avec Luigi dans ses bras. Notre fils riait aux éclats. Ses rires résonnent encore dans ma mémoire, clairs comme du cristal. Je travaillais au cabinet médical du docteur Arnaud, un homme bon qui me traitait avec respect. Je répondais au téléphone, je prenais les rendez-vous, je réconfortais les patients inquiets. C'était un travail modeste, mais j'en étais fière. Marco, lui, travaillait dans la restauration, chef de rang dans un restaurant près des Champs-Élysées. Il rentrait tard, souvent fatigué. Mais il prenait toujours le temps d'embrasser Luigi avant de se coucher. Tout était simple, tout était doux. Et puis, Luigi a eu 7 ans. C'était un jeudi soir. Je préparais le dîner. Des haricots verts et du poulet rôti. Luigi faisait ses devoirs sur la table de la cuisine. Il avait du mal avec les mathématiques et je l'aidais patiemment. Marco est rentré plus tôt que d'habitude. Il avait un sac de voyage à la main. « Cécile, il faut qu'on parle. » Ces mots. Toujours ces mêmes mots qui annoncent la fin. Luigi a levé la tête. Ses grands yeux noirs nous regardaient, attentifs. « Va dans ta chambre, mon chéri. » J'ai dit doucement. Il a obéi, mais je savais qu'il écoutait derrière la porte. Marco s'est assis. Il ne me regardait pas en face. « Je pars, Cécile. » 4 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour détruire 7 années de vie commune. « Tu pars où ?»« En Italie. »« J'ai rencontré quelqu'un. » Le silence qui a suivi était d'une violence inouïe. Plus violent que des cris, plus violent que des larmes. Et Luigi, il a eu un geste vague de la main. « Il ira mieux avec toi. Tu es une bonne mère. Une bonne mère. » Comme si c'était une consolation. Comme si c'était un prix pour avoir été abandonné. Il est parti cette nuit-là. Luigi a pleuré dans mes bras pendant des heures. Je lui ai chanté des berceuses, celles que ma propre mère me chantait. Mais ma voix tremblait. « Papa va revenir ?» Il me demandait sans cesse. « Je ne sais pas, mon amour. Je ne sais pas. » Marco n'est jamais revenu. Les premiers mois ont été terribles. Je devais tout gérer seule. Les factures, le loyer, les courses, l'école, les devoirs, les nuits où Luigi faisait des cauchemars et appelait son père. J'ai pris des heures supplémentaires au cabinet. Le docteur Arnaud a été compréhensif. Il m'a même augmenté un peu, discrètement, pour que je puisse joindre les 2 bouts. Mais l'argent n'était pas le plus dur. Le plus dur, c'était de voir Luigi changer. Il est devenu silencieux, renfermé. À l'école, ses notes ont chuté. Il se battait avec d'autres enfants. Une fois, la directrice m'a convoqué. « Madame Pommier, votre fils a des comportements inquiétants. Il refuse de participer. Il est agressif. » J'ai regardé cette femme, assise derrière son bureau, avec ses lunettes sur le bout du nez, et j'ai eu envie de lui dire « Vous savez ce que c'est, vous, d'être abandonné par son père à 7 ans ?» Mais je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête. J'ai promis de faire mieux. Et j'ai essayé. Dieu sait que j'ai essayé. Je l'emmenais au parc tous les mercredis. Je jouais au ballon avec lui, même si je n'aimais pas ça. Je l'aidais avec ses devoirs, même quand j'étais épuisée. Je lui préparais ses plats préférés. Je l'écoutais parler de ses journées, de ses peurs, de ses rêves. Petit à petit, il est revenu à la vie. À 15 ans, il m'a dit qu'il voulait devenir ingénieur. Mes moyens étaient limités,
Mais j'ai tout fait pour qu'il puisse suivre les bonnes classes, avoir les bons livres, prendre des cours particuliers quand c'était nécessaire. Je me suis privée de vacances, de sorties, d'une nouvelle vie. Plusieurs hommes m'ont proposé de dîner. Des hommes gentils, intéressants. Mais j'ai toujours refusé. Luigi a besoin de stabilité, je me disais. Plus tard, quand il sera grand. Il a eu son bac avec mention. J'ai pleuré de joie. Il a intégré une école d'ingénieurs prestigieuse. J'ai vendu quelques bijoux de famille pour payer les premiers frais. Il réussissait. Il était brillant. Il était heureux. Et moi, j'étais fière. Si fière. Un soir, il avait 23 ans. Il est rentré avec une jeune femme. Grande, blonde, élégante. Elle s'appelait Chloé. « Maman, je te présente ma copine. » Elle m'a serré la main. Un sourire poli. Des dents parfaites. Un parfum cher. « Enchantée, Madame Pommier. Luigi m'a beaucoup parlé de vous. Nous avons dîné ensemble. J'avais préparé un poulet aux olives, une recette que Luigi adorait. Chloé a à peine touché son assiette. C'est délicieux, mais je fais attention à ma ligne. » Elle a dit avec un petit rire. J'ai souri, mais quelque chose en moi s'est crispé. Ce soir-là, en lavant la vaisselle, j'ai repensé à cette photo sur la table. Luigi a 5 ans, tenant ma main. Il avait l'air si petit, si fragile. Où était passé cet enfant? Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les mois qui ont suivi l'arrivée de Chloé dans la vie de Luigi ont été étranges. Pas mauvais, non. Juste, différents. Comme quand on sent le vent tourner, mais qu'on ne sait pas encore s'il va apporter la pluie ou l'orage. Au début, tout semblait normal. Luigi venait toujours me voir le dimanche. Nous déjeunions ensemble, je préparais ses plats préférés, nous parlions de son travail, de ses projets. Il était heureux, cela se voyait dans ses yeux. Chloé l'accompagnait parfois, pas toujours. Elle avait ses propres obligations, disait-elle. Sa famille à voir, ses amis à retrouver, sa vie bien remplie. Quand elle venait, elle était polie, toujours polie, mais d'une politesse froide, celle qu'on réserve aux étrangers dans un ascenseur. « Comment allez-vous, Madame Pommier ?» Jamais Cécile. Toujours Madame Pommier, comme si nous devions garder nos distances. Elle s'asseyait sur le canapé, son téléphone à la main, et elle souriait vaguement pendant que Luigi et moi parlions. De temps en temps, elle levait les yeux et hochait la tête, mais je sentais bien qu'elle n'écoutait pas vraiment. Un dimanche, j'avais préparé un bœuf bourguignon, une recette que je tenais de ma grand-mère, un plat qui demande du temps, de la patience, de l'amour. Luigi adorait ça depuis qu'il était enfant. Chloé a piqué 2 ou 3 morceaux dans son assiette, puis elle a posé sa fourchette. « C'est très bon, Madame Pommier, mais c'est un peu lourd pour moi. Je préfère manger léger. » Elle a souri à Luigi. « On pourrait peut-être aller au restaurant japonais la prochaine fois, chérie? C'est plus sain. » Luigi a ri. Un petit rire gêné. « Maman fait super bien à manger, Chloé. »« Oh, je sais, mais tu sais, il faut faire attention. Les plats en sauce, ce n'est pas terrible pour la ligne. » Elle a regardé mon assiette, puis elle m'a regardé. Et dans ce regard, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Un jugement silencieux, comme si elle me disait « Vous voyez, c'est pour ça que vous avez ces kilos en trop. » Je n'ai rien répondu. J'ai continué à manger mon bœuf bourguignon. Chaque bouchée avait soudain un goût amer. Après ce jour-là, les dimanches ont commencé à changer. Luigi arrivait plus tard. Il repartait plus tôt. « Désolée, maman, on a des choses prévues cet après-midi. »« Excuse-moi, maman, Chloé m'attend. On ne peut pas rester longtemps aujourd'hui. On a un brunch demain avec les parents de Chloé. » Les parents de Chloé. J'ai commencé à les connaître par les récits de Luigi. Monsieur et Madame Dufresne. Lui, directeur d'une entreprise d'import-export. Elle, galeriste à Saint-Germain-des-Prés. Ils habitaient une maison à Neuilly. Ils passaient leurs vacances en Toscane. Ils avaient une résidence secondaire à Deauville. « Ils sont très sympas, maman. Tu les aimerais bien. » Je souriais. Mais au fond de moi, je me demandais si c'était vrai, si je les aimerais, et surtout, s'ils m'aimeraient. Un jour, Luigi m'a appelé. C'était un mercredi soir. « Maman, j'ai une bonne nouvelle. » Sa voix était pleine d'excitation. Cette voix d'enfant qu'il avait quand il m'annonçait une bonne note à l'école. « Dis-moi, mon chéri. Chloé et moi, on va acheter un appartement. » Mon cœur s'est serré. Pas de tristesse, de joie, je crois. Mon fils grandissait. Il prenait son envol. C'était normal. C'était bien.
C'est merveilleux, Luigi. Où ça? Dans le 10e, un 3 pièces magnifique. On a visité hier et on a craqué tous les deux. Je suis si heureuse pour toi. Il y a juste un truc. Il a hésité. Oui, les parents de Chloé vont nous aider pour l'apport. Beaucoup même. Du coup, Chloé pense que... Enfin, elle aimerait que l'appartement soit à son nom, pour l'instant, en attendant qu'on se marie. J'ai senti quelque chose se nouer dans mon ventre. Luigi, tu es sûr que c'est une bonne idée? Mais oui, maman. De toute façon, on va se marier. C'est juste administratif. Administratif. Ce mot qui cache tant de choses. D'accord. Si tu penses que c'est le mieux. Tu es la meilleure, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri. J'ai raccroché et je suis restée assise dans mon salon, le téléphone à la main, avec cette sensation désagréable qu'on a quand on vient de rater une marche dans un escalier. Les semaines ont passé. Luigi m'envoyait des photos de l'appartement. Les travaux avançaient bien. Chloé avait choisi les couleurs. Du gris clair, du blanc cassé, des tons neutres, modernes, épurés. C'est un peu froid, non? J'ai osé dire un jour. C'est le style scandinave, maman. C'est très tendance. Tendance. Un autre de ces mots qui remplace le bon sens. Un soir, Luigi est venu seul. C'était rare maintenant. Chloé était à un vernissage avec sa mère. Nous avons dîné tranquillement. Une omelette aux champignons. Une salade. Rien de compliqué. Rien de trop lourd. Après le repas, il est resté un moment. Nous avons bu un thé. Il regardait autour de lui, comme s'il redécouvrait mon appartement. « Tu sais, maman, tu pourrais refaire un peu la déco ici. Ça fait vieillot. » Vieillot. Ce mot m'a frappé comme une gifle. Vieillot? Enfin, je veux dire, c'est joli, mais c'est un peu démodé. Les rideaux, les meubles. Chloé dit toujours qu'il faut savoir se renouveler. Chloé dit. Chloé pense. Chloé trouve. J'ai regardé mes rideaux. Ces rideaux que j'avais cousus moi-même il y a tant d'années. Ces rideaux bleu ciel avec de petites fleurs blanches, ceux que Luigi adorait regarder bouger avec le vent. Tu ne les aimais pas, ces rideaux? Il a ri. Quand j'étais petit, peut-être, mais maintenant, il n'a pas fini sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Maintenant, tout avait changé. Il est parti peu après. Il m'a embrassé sur la joue. À dimanche, maman. Mais le dimanche suivant, il a annulé, et celui d'après aussi. Désolé, maman. On a beaucoup de choses à faire avec l'appartement. Excuse-moi, maman. Les parents de Chloé nous ont invités à Deauville. Pardon, maman. On est crevés. On a besoin de repos. J'ai commencé à compter les jours entre ces visites. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et puis, un jour, il m'a appelé. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Oui, Chloé et moi, on va se marier. » Le silence qui a suivi était rempli de toutes les émotions du monde. Joie, tristesse, espoir, inquiétude. C'est merveilleux, mon chéri. Je suis si heureuse pour toi. Merci, maman. Ça me touche beaucoup. Quand? Dans 6 mois, en juin. On veut un mariage en extérieur. Chloé a trouvé un endroit magnifique près de Versailles. Versailles. Évidemment. Et tu as besoin d'aide pour l'organisation? Il a hésité. 1 seconde. Mais j'ai entendu cette hésitation. Non, ça va. Chloé s'occupe de tout avec sa mère. Elles adorent ça. Mais ne t'inquiète pas, tu seras là. C'est le plus important. Tu seras là. Comme une invitée. Pas comme la mère du marié. Bien sûr, mon chéri. Je serai là. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. J'ai raccroché. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré devant cette photo encadrée. Luigi a 5 ans, tenant ma main. Cet enfant-là, celui qui riait aux éclats quand son père dansait avec lui, celui qui me demandait de lui lire des histoires tous les soirs, celui qui me disait « Tu es la plus belle maman du monde », cet enfant-là avait disparu. Et à sa place, il y avait un homme que je ne reconnaissais plus tout à fait. Les mois ont passé. Je recevais des nouvelles du mariage par bribes, toujours par Luigi, jamais par Chloé. La salle est réservée. La robe de Chloé est sublime. Le traiteur est génial. Tout avance super bien. Un jour, j'ai osé demander. « Luigi, est-ce que je peux faire quelque chose? Pour le mariage ?»« Non, maman. Tout est géré. Mais merci. Peut-être que je pourrais aider pour les fleurs? Ou pour... » « Maman, vraiment, c'est gentil. Mais Chloé a tout prévu. Elle a une wedding planner. C'est plus simple comme ça. Une wedding planner. Évidemment.
j'ai quand même insisté pour contribuer financièrement. J'avais mis de côté un peu d'argent, pas grand-chose, mais c'était important pour moi. Luigi, je voudrais participer. C'est mon fils qui se marie. Il a semblé embarrassé. Maman, c'est gentil, mais les parents de Chloé ont déjà tout pris en charge. Ils ont insisté. Mais je veux faire quelque chose. S'il te plaît. Il a soupiré. D'accord. Si tu veux vraiment. Tu peux payer les alliances. Ça te va? Les alliances. Pas la salle, pas le traiteur, pas les fleurs. Les alliances. Oui, mon chéri. Les alliances. Avec plaisir. J'ai dépensé 1200 € pour ces alliances. Le bijoutier m'a montré des modèles plus simples, moins chers. Mais j'ai choisi les plus belles. En or blanc. Élégantes. Raffinées. Votre fils a beaucoup de chance, le bijoutier m'a dit en les emballant. J'ai souri. Mais au fond de moi, je me demandais si c'était vrai. 3 semaines avant le mariage, Luigi est venu me voir. Seul. Encore une fois, Chloé n'était pas là. Nous avons parlé de choses et d'autres. Du travail, du mariage, de la vie. Et puis, il a dit quelque chose qui m'a glacée. Maman, Chloé et moi, on a acheté une maison. Une maison? Mais vous venez juste d'acheter l'appartement. Oui, mais ses parents nous ont fait un cadeau de mariage exceptionnel. Ils nous offrent l'apport pour une maison à Maison Laffitte. C'est incroyable, non? Maison Laffitte, les beaux quartiers, les grandes propriétés, un autre monde. Et l'appartement? On va le vendre? Ou le louer? On verra. J'ai hoché la tête, silencieuse. Tu ne dis rien, maman? Si. C'est merveilleux. Je suis heureuse pour toi. Tu viens la voir, la maison? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Mais je ne l'ai jamais vue, parce que l'invitation n'est jamais venue. Le soir, seule dans mon appartement, j'ai regardé encore une fois cette photo. Luigi a 5 ans, ma main tenant la sienne, et j'ai compris quelque chose. Quelque chose de douloureux, mais de vrai. Mon fils s'éloignait, pas physiquement, mais émotionnellement. Pas parce qu'il me détestait, mais parce qu'il construisait une nouvelle vie. Une vie où je n'avais plus vraiment ma place. Les rideaux bougeaient doucement avec le vent. Ces rideaux vieillots, ces rideaux démodés. Mais moi, je les aimais toujours. Il y a des vérités qu'on refuse de voir parce qu'elles font trop mal. On se dit que c'est notre imagination, qu'on exagère, qu'on est trop sensible. Mais au fond, on sait toujours. Les semaines avant le mariage ont été étranges. J'étais à la fois présente et absente, comme un fantôme dans ma propre vie. Luigi m'appelait de temps en temps. Des conversations courtes, rapides. « Salut maman, juste un petit coucou. Ça va? Oui, mon chéri. Et toi? Super. On est débordé avec les préparatifs, mais tout se passe bien. Tu as besoin de quelque chose? Non. Tout est sous contrôle. Bon, je te laisse. Chloé m'appelle. Je t'embrasse. Et il raccrochait. Toujours pressé. Toujours ailleurs. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. C'est normal, me disais-je. Un mariage, c'est stressant. Il est occupé. Il pense à 1000 choses. Ce n'est pas contre moi. Mais un soir, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Madame Pommier? Une voix de femme. Élégante, froide. Oui, c'est moi. Bonjour, je suis Sylvie Dufresne. La mère de Chloé. Mon cœur s'est accéléré. C'était la première fois qu'elle m'appelait. Oh, bonjour madame. Je vous appelle pour une petite chose concernant le mariage. Une petite chose. Ces mots qui annoncent toujours quelque chose de grand. Oui, voilà, nous avons établi le plan de table, et je voulais vous prévenir que nous vous avons placé, un peu en retrait. Un peu en retrait. Encore ces mots. En retrait? Oui. Vous comprenez, avec toute la famille de Chloé et les amis proches, nous avons manqué de place aux tables principales. Mais vous serez très bien, ne vous inquiétez pas. J'ai serré le téléphone plus fort. Je vois. Parfait. Je savais que vous comprendriez. Vous avez l'air d'une femme raisonnable. Raisonnable. Le mot qu'on utilise pour celle qui accepte tout sans se plaindre. Autre chose, Madame Pommier. Concernant votre tenue. Ma tenue? Oui. Chloé m'a dit que vous aviez acheté une robe bleue. Oui, c'est exact. Bleu nuit. Ah, un silence. Il y a un problème? Eh bien, voyez-vous, la mère de la mariée porte traditionnellement une couleur sobre, et j'ai choisi une robe bleu poudrée. Je me demandais si vous ne pourriez pas changer pour éviter toute confusion. Toute confusion. Comme si quelqu'un pouvait nous confondre. Je ne sais pas si j'ai le temps de trouver autre chose. Oh, je suis sûre que vous trouverez. Peut-être quelque chose de beige,
Ou de gris? Quelque chose de discret? Discret. Encore ce mot. D'accord, Madame Dufresne, je vais voir ce que je peux faire. Parfait. Je savais que nous nous comprendrions. À très bientôt. Elle a raccroché. Je suis restée assise sur mon canapé, le téléphone à la main, pendant de longues minutes. Puis, j'ai appelé Luigi. Maman? Tout va bien? Luigi? Je viens d'avoir ta future belle-mère au téléphone. Ah oui? Elle m'a demandé de changer ma robe. Silence. Luigi? Écoute, maman, c'est juste une question de couleur. Pour les photos. Tu comprends? Non, je ne comprends pas. J'ai acheté cette robe il y a 2 mois. Je sais, maman. Mais est-ce que c'est vraiment si important? C'est juste une robe. Juste une robe. Pour lui, c'était juste une robe. Pour moi, c'était le symbole de tout ce que j'avais essayé de préserver. Ma dignité, ma place, mon existence. D'accord, Luigi. Je vais en trouver une autre. Merci, maman. Tu es génial. Je t'aime. Il a raccroché. Soulagé, sans doute. Le lendemain, je suis retournée dans les magasins. J'ai cherché une robe beige, ou grise, ou discrète. J'ai fini par trouver quelque chose. Une robe taupe, sans éclat, sans vie. Exactement ce qu'on attendait de moi. En rentrant chez moi, j'ai accroché cette nouvelle robe dans mon armoire, à côté de la robe bleu nuit, celle que j'avais choisie avec soin. Celle qui me plaisait. Je les ai regardées toutes les deux, et j'ai pleuré. Une semaine plus tard, j'ai reçu un faire-part par la poste. Un faire-part officiel, avec mon nom imprimé. Madame Cécile Pommier, pas maman, pas la mère du marié. Juste mon nom, comme n'importe quel invité. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, le carton était magnifique. Papier gaufré, lettres dorées, élégant, cher. Monsieur et Madame Dufresne sont heureux de vous inviter au mariage de leur fille Chloé avec Luigi Pommier. Leur fille Chloé avec Luigi Pommier. Pas le fils de Cécile Pommier. Juste Luigi Pommier. Comme si je n'existais pas. J'ai relu plusieurs fois, en espérant avoir mal compris. Mais non, c'était bien ça. J'ai appelé Luigi, encore une fois. Luigi, j'ai reçu le faire-part. Oui? Il est beau, non? Chloé a passé des heures à choisir le papier. Luigi, mon nom n'apparaît nulle part. Comment ça? Sur le faire-part. Il n'y a que les parents de Chloé qui invitent. Pas moi. Silence. Un long silence. Maman, c'est juste une formule. C'est la tradition. Les parents de la mariée invitent. Mais je suis ta mère, Luigi. Je sais, maman. Mais, écoute, c'est compliqué. Les parents de Chloé perdent presque tout. Alors, c'était logique qu'ils soient mentionnés. Logique. Encore un de ces mots qui remplace l'amour par la raison. Et moi? Je ne compte pas? Bien sûr que tu comptes. Mais, maman, s'il te plaît, ne complique pas les choses. Tout le monde sait que tu es ma mère. On n'a pas besoin de l'écrire sur un carton. J'ai voulu dire quelque chose, protester, crier, mais je n'ai pas pu. Parce qu'au fond, j'avais peur. Peur qu'il se fâche, peur qu'il m'en veuille, peur de perdre le peu de place qu'il me restait dans sa vie. D'accord, Luigi. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Comprendre, accepter, me taire. C'était tout ce qu'on attendait de moi. Les jours ont passé. Le mariage approchait. Et plus il approchait, plus je me sentais invisible. Luigi ne venait plus me voir. Il m'envoyait des messages. « Désolée, maman, trop de boulot. Excuse-moi, on est débordé. On se voit au mariage, promis. » Le mariage, ce jour qui aurait dû être aussi le mien. Le jour où mon fils, celui que j'avais porté, nourri, élevé, consolé, encouragé, allait se marier. Mais je n'étais qu'une invitée de dernière catégorie. 2 jours avant le mariage, j'ai reçu un appel d'une femme qui se présentait comme l'organisatrice. « Madame Pommier ?»« Oui. »« Bonjour, je suis Valérie, la wedding planner de Chloé et Luigi. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Voilà, vous arriverez seule à la réception ? Oui. Vous n'avez personne pour vous accompagner ? Un ami ? Un compagnon ? Non, je serai seule. D'accord, je note. Elle avait un ton détaché, professionnel, comme si elle parlait d'un détail logistique sans importance. Autre chose. Pour les photos de famille, la mère de la mariée souhaite des photos avec le couple. Est-ce que vous aussi, vous souhaitez une photo ? Est-ce que je souhaitais une photo ? Avec mon fils, le jour de son mariage ? Oui, bien sûr. Parfait. Nous essaierons de caser ça quelque part. Mais vous comprenez, le planning est très serré. Caser ça quelque part.
Comme on case un rendez-vous chez le dentiste. Je comprends. Dernière chose. Pour le discours. La mère de la mariée va prendre la parole. Souhaitez-vous également dire quelques mots? Mon cœur a bondi. Dire quelques mots à mon fils. Devant tout le monde. Oui, j'aimerais beaucoup. Je vais en parler à Chloé. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait le temps. Nous avons déjà beaucoup d'intervenants. S'il vous plaît, c'est important pour moi. Je vais voir ce que je peux faire. Elle a raccroché. Et je n'ai jamais eu de nouvelles. La veille du mariage, je n'arrivais pas à dormir. Je suis restée allongée dans mon lit, les yeux ouverts, regardant le plafond. Je repensais à tout. À Luigi bébé, à Luigi enfant, à Luigi adolescent, à toutes ces années où c'était lui et moi contre le monde. Je me souvenais de cette fois où il avait eu la varicelle. Il avait 6 ans. Il était couvert de boutons et il pleurait parce que ça le démangeait. J'étais restée près de lui toute la nuit, lui mettant de la lotion, lui racontant des histoires, lui chantant des chansons. « Tu es la meilleure maman du monde », il m'avait dit, la voix enrouée. Je me souvenais de son premier jour au collège. Il avait peur. Peur des grands. Peur de ne pas se faire d'amis. Je l'avais accompagné jusqu'au portail. Il s'était retourné une dernière fois et il m'avait fait un petit signe de la main. Un signe qui disait « Merci d'être là ». Je me souvenais du jour où il avait eu son diplôme d'ingénieur. Il était monté sur l'estrade. Il avait cherché mon regard dans la foule. Et quand il m'avait trouvé, il avait souri. Ce sourire qui disait « On a réussi, maman, toi et moi ». Où était passé ce garçon? Celui qui me cherchait du regard. Celui qui me disait merci. Celui qui me souriait. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'au salon. J'ai allumé la petite lampe près du canapé. La photo était toujours là. Luigi a 5 ans. Ma main tenant la sienne. J'ai pris cette photo entre mes mains. Et pour la première fois, je me suis demandé si j'avais bien fait, si tous ces sacrifices en valèrent la peine, si donner toute ma vie à mon fils était la bonne chose à faire. Parce qu'au final, qu'est-ce que j'avais gagné? Un fils qui ne venait plus me voir. Un fils qui m'effaçait petit à petit. Un fils qui me demandait de rester en retrait. Un fils qui me traitait comme une invitée de seconde zone à son propre mariage. Les larmes ont coulé, silencieuses, amères, mais je les ai essuyées, parce que demain, c'était le grand jour, et je devais être forte, je devais sourire, je devais jouer mon rôle, le rôle de la mère invisible. J'ai regardé les rideaux, ces rideaux bleu ciel avec de petites fleurs blanches. Ils bougeaient doucement avec le vent de la nuit. « Tu te souviens, Luigi ?» J'ai murmuré dans le vide. « Tu adorais ces rideaux. Tu disais qu'ils dansaient. » Mais Luigi ne se souvenait plus. Luigi avait grandi. Luigi était parti. Et moi, j'étais restée. Avec mes rideaux vieillots. Avec mes souvenirs. Avec mes regrets. Le jour du mariage est arrivé trop vite. Je me suis réveillée tôt. J'ai pris une longue douche. J'ai mis ma robe taupe. J'ai fait mon maquillage. Pas trop voyant. Discret. Je me suis regardée dans le miroir. Une femme de 62 ans. Fatiguée. Seule. Mais digne. « Tu peux le faire, Cécile », je me suis dit. « Tu vas sourire, tu vas être heureuse pour lui. C'est son jour, pas le tien. » J'ai pris mon sac. J'ai vérifié que j'avais tout. Mes clés, mon téléphone, mon mouchoir, un mouchoir. Parce que je savais que j'allais pleurer. Pas de joie, de tristesse. J'ai fermé la porte de mon appartement. Et je suis partie vers Versailles. Vers ce mariage où j'étais invitée, mais pas désirée. Vers ce jour qui devait être le plus beau de ma vie, mais qui ressemblait de plus en plus à un cauchemar. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. La route vers Versailles m'a semblé interminable. J'avais pris le RER, puis un taxi. Je regardais défiler les rues, les arbres, les façades des immeubles. Tout me semblait étrange. Comme si je voyais le monde à travers un voile. Le chauffeur de taxi essayait de faire la conversation. « Vous allez à un mariage ?»« Oui. »« Ah, c'est bien. C'est toujours émouvant, un mariage. Vous êtes de la famille ?» J'ai hésité. « Je suis la mère du marié. »« Oh, félicitations. Vous devez être fière. »« Fière. Oui, j'aurais dû l'être. Oui, très fière. » Mais ma voix sonnait faux, même à mes propres oreilles. Le taxi s'est arrêté devant un grand portail en fer forgé. Derrière, on apercevait un château. Pas un vrai château historique, mais une de ces demeures bourgeoises qu'on loue pour les grandes occasions. Pierre blanche, toit d'ardoise, pelouse parfaitement entretenue. J'ai payé le chauffeur. Mes mains tremblaient en sortant les billets de mon sac. « Bonne journée, madame. Et profitez bien. »
Profiter. Comme si c'était possible. J'ai franchi le portail. Une allée de gravier menait à l'entrée principale. Des invités arrivaient de toutes parts. Des femmes en robes élégantes. Des hommes en costume sur mesure. Tout le monde avait l'air à sa place. Sauf moi. Je me suis dirigé vers l'accueil. Une jeune femme souriante, un clipboard à la main, vérifiait les noms. « Bonjour madame. Votre nom, s'il vous plaît ?» Cécile Pommier. Elle a parcouru sa liste. Son doigt s'est arrêté sur mon nom. « Ah oui, table 18. » Elle m'a tendu un petit carton avec le numéro de ma table. « La salle est par là. Suivez les roses blanches. » Les roses blanches, partout. Dans des vases, dans des compositions florales, sur les tables, sur les chaises, un océan de blanc. Je suis entrée dans la salle de réception. Elle était immense. Des lustres en cristal pendèrent du plafond. Les nappes étaient en lin ivoire. Les couverts brillaient sous les lumières. J'ai cherché la table 18. Elle était tout au fond, près des portes de service, loin de l'estrade où auraient lieu les discours, loin de la table d'honneur. Je me suis assise, seule. Les autres places de ma table étaient encore vides. Petit à petit, les invités sont arrivés. J'observais les visages. Je cherchais quelqu'un que je connaissais. Mais non, personne. Les autres convives de ma table sont arrivés. Un couple d'une 50aine d'années. Un jeune homme seul. 2 femmes qui semblaient être des collègues. « Bonjour », j'ai dit poliment. « Bonjour ». Ils se sont assis. Ils ont échangé quelques mots entre eux. Personne ne m'a demandé qui j'étais. Personne ne s'est intéressé à moi. J'étais invisible, exactement comme on l'avait voulu. De ma place, je voyais la table d'honneur. Luigi était là, magnifique dans son costume gris anthracite. Chloé était à côté de lui, éblouissante dans sa robe de dentelle. Autour d'eux, les parents de Chloé. Des amis proches, des gens qui riaient, qui trinquaient, qui semblaient parfaitement heureux. Luigi ne m'a pas cherché du regard. Pas une seule fois. La cérémonie laïque a eu lieu dans le jardin. Nous nous sommes tous levés pour nous y rendre. J'ai marché au milieu de la foule. Une invitée parmi tant d'autres. Les chaises étaient disposées en demi-cercle autour d'une arche décorée de roses blanches et de feuillages. Les premiers rangs étaient réservés. J'ai dû m'asseoir au fond, derrière tout le monde. De là où j'étais, je voyais à peine Luigi et Chloé. Je distinguais leurs silhouettes, leur dos, mais pas leur visage. L'officiant a commencé à parler. Des mots sur l'amour, sur l'engagement, sur la famille. Luigi et Chloé ont choisi de s'unir aujourd'hui, entourés de leurs proches, de ceux qui comptent vraiment pour eux. Ceux qui comptent vraiment. J'étais assise au dernier rang. Qu'est-ce que ça disait de ma place dans la vie de mon fils? Ils ont échangé leurs vœux. Je n'entendais pas bien. Le vent emportait leur voix. Mais je voyais Chloé sourire. Je voyais Luigi hocher la tête. Je voyais leurs mains se joindre. Et puis, l'officiant a dit « Vous pouvez embrasser la mariée ». Tout le monde a applaudi. Moi aussi. J'ai applaudi. Fort. Même si mes mains me faisaient mal. Même si mon cœur se brisait. Des larmes ont coulé sur mes joues. Les gens autour de moi devaient penser que c'était des larmes de joie. Mais elles ne l'étaient pas. C'étaient des larmes de deuil. Le deuil de la mère que j'avais été. Le deuil de la relation que nous avions eue. Le deuil de tout ce que j'avais espéré pour ce jour. Nous sommes retournés dans la salle pour le cocktail. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de petits fours. J'ai pris une coupe, pas parce que j'avais envie de boire, mais parce qu'il fallait bien tenir quelque chose dans ses mains. J'ai vu Luigi et Chloé entrer. Tout le monde les a applaudis. Ils souriaient. Ils étaient radieux. Chloé a embrassé ses parents. Longuement, tendrement. Son père pleurait. Sa mère aussi. C'était beau. C'était émouvant. Luigi m'a aperçu. Il m'a fait un petit signe de la main. Un petit geste rapide, presque gêné. Je lui ai souri. J'ai levé ma coupe vers lui. Mais il ne s'est pas approché. Il est resté avec Chloé et sa belle famille. Il riait. Il trinquait. Il prenait des photos. Moi, j'étais seule, avec ma coupe de champagne, au milieu de la foule. Une femme s'est approchée de moi, la 60aine, élégante, un sourire poli. « Vous êtes de la famille de la mariée ?»« Non, du marié. »« Ah, vous êtes ?» Sa mère. Elle a eu l'air surprise. Elle a regardé autour d'elle comme pour chercher une confirmation. « Oh, je ne savais pas. On m'avait dit que, enfin, peu importe. Félicitations. » Elle est partie rapidement, embarrassée. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Que la mère du marié n'était pas là? Qu'elle était morte? Qu'elle n'existait pas?
Le cocktail a duré une éternité. J'ai essayé de parler avec quelques personnes, mais les conversations étaient superficielles. Personne ne voulait vraiment me connaître. Finalement, on nous a invités à regagner nos places pour le dîner. Je suis retournée à ma table 18. Les autres convives étaient déjà assis. Ils parlaient entre eux. Je me suis assise en silence. Le dîner a commencé. Entrée, plat, fromage, dessert, tout était délicieux. Mais je n'avais pas faim. J'ai picoré dans mon assiette. J'ai souri quand il le fallait. J'ai hoché la tête quand on me parlait. Mais j'étais ailleurs. J'étais dans ma cuisine. Avec Luigi petit. Avec ses devoirs étalés sur la table. Avec ses rires. Avec ses questions. Maman, pourquoi le ciel est bleu? Maman, tu crois que papa va revenir? Maman, je t'aime plus que tout. Et puis, le moment que je redoutais est arrivé. Les discours. L'animateur a pris le micro. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer au discours. Tout d'abord, le père de la mariée. Monsieur Dufresne s'est levé. Grand, distingué, sûr de lui. Il a parlé de sa fille, de son enfance, de ses rêves, de sa réussite. Il a parlé de Luigi comme d'un fils. Il a dit qu'il était fier de l'accueillir dans leur famille. Luigi est un homme exceptionnel, et je sais qu'il rendra ma fille heureuse. Tout le monde a applaudi. Moi aussi. Puis, ce fut le tour de Madame Dufresne. Elle a parlé avec émotion, avec amour. Elle a raconté des anecdotes sur Chloé. Elle a parlé de leur complicité, de leur voyage, de leur rire. Ma chérie, tu as toujours été ma fierté. Et aujourd'hui, je te vois épouser l'homme de ta vie. Je ne pourrais pas être plus heureuse. Elle pleurait. Chloé pleurait. Tout le monde était ému. Moi aussi, je pleurais. Mais pas pour les mêmes raisons. Je pleurais parce que je n'aurais jamais ce moment. Personne ne me donnerait le micro. Personne ne me demanderait de parler de mon fils. Personne ne voulait entendre mon histoire. Et puis, l'animateur a annoncé « Et maintenant, quelques mots de la mariée elle-même ». Chloé s'est levée. Elle était rayonnante. Elle a pris le micro. Elle a regardé l'assemblée. « Bonsoir à tous. Merci d'être venus partager ce jour si spécial avec nous. » Elle a remercié ses parents. Elle a remercié ses amis. Elle a remercié les organisateurs. Elle a remercié tout le monde. Et puis, elle a dit quelque chose qui a changé ma vie. Je veux aussi remercier une personne très spéciale. Elle a fait une pause. Un sourire étrange est apparu sur ses lèvres. Un sourire que je n'oublierai jamais. Nous avions demandé à la mère du marié de ne pas venir. Le silence s'est abattu sur la salle. Un silence lourd, pesant. Mais elle a insisté. Un rire nerveux a parcouru l'assemblée. Quelques personnes ont regardé autour d'elle, cherchant de qui elle parlait. Alors merci, Cécile, d'être là quand même. Elle m'a regardé, directement, ses yeux dans les miens. C'est courageux. Les rires ont éclaté. Franc, cruel. Certains riaient par malaise, d'autres par méchanceté pure. J'étais figée. Mon visage brûlait, mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai regardé Luigi. Il était assis à côté de Chloé. Il souriait. Un sourire gêné peut-être. Mais il souriait. Il ne disait rien. Il ne me défendait pas. Il laissait sa femme m'humilier devant 200 personnes. Et il souriait. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cassé en moi. Quelque chose d'irréparable. Toutes ces années, tous ces sacrifices, toutes ces nuits blanches, toutes ces larmes, tous ces renoncements, pour en arriver là, à être humilié, ridiculisé, rejeté par mon propre fils. Chloé a continué son discours, mais je ne l'écoutais plus. Je n'entendais plus rien, juste un bourdonnement dans mes oreilles. Les gens autour de moi évitèrent mon regard. Ils étaient embarrassés, mais pas assez pour dire quelque chose, pas assez pour me défendre. Chloé a fini son discours. Tout le monde a applaudi, elle s'est rassise. Luigi l'a embrassée, fièrement, et moi, j'étais toujours assise à ma table 18, seule, humiliée, brisée. Mais quelque chose avait changé. La douleur s'était transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de plus fort, quelque chose de plus clair, de la lucidité. J'ai compris dans ce moment précis que je n'avais plus rien à perdre, que je ne pouvais pas descendre plus bas, que le pire était déjà arrivé. Et dans cette clarté terrible, j'ai pris une décision. Je n'allais pas rester silencieuse. Pas cette fois. J'ai posé ma serviette sur la table. J'ai respiré profondément. Et je me suis levée. Les conversations autour de moi se sont tues. Les gens me regardaient. Certains avec curiosité,
d'autres avec pitié. J'ai commencé à marcher, vers l'estrade, vers le micro, vers mon fils. Mes jambes tremblaient, mon cœur battait la chamade, mais je continuais d'avancer. L'animateur m'a vu arriver. Il a eu l'air paniqué. « Madame, je suis la mère du marié, » j'ai dit calmement, « et j'aimerais dire quelques mots. » Il a regardé vers la table d'honneur, vers Chloé, vers Luigi, cherchant une instruction. Luigi s'est levé à moitié, l'air affolé. « Maman !» Mais je ne l'ai pas écouté. J'ai pris le micro des mains de l'animateur et je me suis tourné vers l'assemblée. 200 personnes me regardaient. 200 pères d'yeux fixés sur moi, sur cette femme en robe taupe, cette femme invisible, cette femme qu'on avait essayé de faire taire. J'ai regardé mon fils, puis Chloé, puis tous ces gens qui avaient ri de moi, et j'ai parlé. Le silence dans la salle était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. J'ai regardé le micro entre mes mains. Il tremblait légèrement. Ou peut-être que c'était mes mains qui tremblaient. J'ai levé les yeux vers l'assemblée. Tous ces visages tournés vers moi. Certains curieux, d'autres embarrassés. Quelques-uns déjà moqueurs, attendant le spectacle. J'ai cherché Luigi du regard. Il était debout, figé, une main posée sur la table. Chloé, à côté de lui, avait perdu son sourire. Elle me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la peur, ou peut-être de la colère. J'ai respiré profondément. « Bonsoir ». Ma voix a résonné dans la salle, plus forte que je ne l'aurais cru. Je m'appelle Cécile Pommier, et je suis la mère de Luigi. Un murmure a parcouru l'assemblée, comme si certains découvraient seulement maintenant que j'existais. Je ne devais pas parler ce soir, ce n'était pas prévu. Mais après ce qui vient de se passer, je crois que j'ai le droit de dire quelque chose. Luigi a fait un pas vers moi. « Maman, s'il te plaît ». J'ai levé une main, doucement, mais fermement. « Non, Luigi, laisse-moi parler. Pour une fois. » Il s'est arrêté, impuissant. J'ai regardé de nouveau l'assemblée. Il y a 36 ans, j'ai donné naissance à un petit garçon. Un matin de mars. Il pleuvait. Une pluie douce qui annonçait le printemps. Ma voix était calme, posée, comme si je racontais une histoire à des enfants. Quand l'infirmière me l'a mis dans les bras, j'ai su que ma vie venait de prendre un sens nouveau. J'ai su que je ferais tout pour cet enfant, absolument tout. J'ai marqué une pause, et j'ai tenu cette promesse. Quelques personnes ont baissé les yeux. D'autres se sont redressées sur leurs chaises, attentives. Quand Luigi avait 7 ans, son père nous a quittés. Un jeudi soir. Il a pris un sac de voyage et il est parti. Comme ça, sans se retourner. Ma voix ne tremblait pas. C'était étrange. Après toutes ces années, parler de Marco ne me faisait plus mal. Luigi a pleuré dans mes bras cette nuit-là. Il me demandait sans cesse « Papa va revenir ?» Et moi, je ne savais pas quoi répondre. Alors je lui ai chanté des berceuses. Et je lui ai promis que moi, je ne partirais jamais. J'ai regardé Luigi. Ses yeux étaient tout brillants. Mais je ne savais pas si c'était de la honte ou de l'émotion. Les années qui ont suivi ont été difficiles. Je travaillais comme secrétaire médicale. Un salaire modeste. Mais je faisais des heures supplémentaires. Je me privais. De vacances, de sorties, de tout. Pour que Luigi puisse avoir ce dont il avait besoin. J'ai souri. Un sourire triste. Vous savez, Luigi voulait devenir ingénieur. C'était son rêve. Alors j'ai tout fait pour qu'il puisse suivre les bonnes classes, avoir les bons livres, prendre des cours particuliers quand c'était nécessaire. J'ai vendu mes bijoux de famille pour payer les premiers frais de son école. Un silence pesant s'était installé. Personne ne bougeait. Plusieurs hommes m'ont proposé de refaire ma vie. Des hommes bien, gentils. Mais j'ai toujours refusé. Parce que Luigi avait besoin de stabilité. Parce que je voulais qu'il soit ma priorité. Toujours, j'ai regardé Chloé. Elle ne souriait plus du tout. Et Luigi a réussi. Il est devenu un ingénieur brillant, un homme accompli. Et j'étais fière, si fière. Ma voix s'est durcie légèrement. Et puis, il a rencontré Chloé. Chloé s'est raidie sur sa chaise. Au début, j'ai été heureuse. Mon fils avait trouvé quelqu'un. Il allait construire sa vie. C'était normal. C'était bien. J'ai fait quelques pas sur l'estrade. Mais petit à petit, les choses ont changé. Luigi venait moins me voir. Il m'appelait moins. Et quand il le faisait, c'était toujours pressé. Toujours ailleurs. J'ai regardé l'assemblée. Puis est venu ce mariage. Ce jour qui devait être l'un des plus beaux de ma vie. Le jour où mon fils, celui que j'avais porté, nourri, élevé, allait se marier. J'ai sorti de mon sac le faire-part. Je l'ai montré à tout le monde.
Regardez se faire part. Lisez les noms. J'ai attendu quelques secondes. Mon nom n'y figure pas. Parce que je n'ai pas payé pour ce mariage. Parce que je n'ai pas les moyens de louer un château. Parce que je ne suis qu'une simple secrétaire médicale à la retraite. Quelques personnes ont eu l'air mal à l'aise. On m'a demandé de changer ma robe, parce qu'elle ne convenait pas. On m'a placé à la table 18, tout au fond, loin de mon fils, avec des gens que je ne connais pas. Ma voix montait légèrement. Pas de colère, juste de fermeté. On ne m'a pas demandé de faire un discours. On m'a dit qu'il n'y avait pas de temps, que le planning était serré. J'ai regardé Luigi droit dans les yeux. Et ce soir, devant 200 personnes, votre nouvelle belle-fille m'a humiliée. Elle a dit qu'on m'avait demandé de ne pas venir, qu'on ne voulait pas de moi, mais que j'avais insisté. Les murmures ont repris, plus fort cette fois. Et toi, Luigi? Ma voix s'est brisée une seconde, juste une seconde. Toi, tu as souri, tu n'as rien dit, tu ne m'as pas défendu. Luigi a baissé la tête, et c'est là que j'ai compris quelque chose de très important. J'ai fait une pause, une longue pause. J'ai compris que tous mes sacrifices n'avaient servi à rien, que l'enfant que j'avais élevé, celui qui me disait « tu es la meilleure maman du monde », n'existait plus. Des larmes coulaient sur mes joues maintenant, mais je ne les essuyais pas, je les laissais couler. À sa place, il y a un homme que je ne reconnais plus. Un homme qui laisse sa femme humilier sa mère, un homme qui a oublié d'où il vient, un homme qui a honte de ses origines modestes. Chloé s'est levée brusquement. « Comment osez-vous ? Comment j'ose ?» J'ai répété, ma voix soudain plus forte. Comment j'ose dire la vérité? Comment j'ose défendre ma dignité? J'ai regardé toute l'assemblée. J'ose parce que je n'ai plus rien à perdre, parce que j'ai déjà tout perdu ce soir. Mon fils, ma place, mon respect. J'ai repris mon souffle. Mais il y a une chose que vous ne m'enlèverez jamais, une chose que personne ne peut m'enlever. J'ai regardé Luigi une dernière fois, la fierté d'avoir été une bonne mère. Le silence était total. J'ai fait de mon mieux, Luigi. J'ai donné tout ce que j'avais. Mon temps, mon argent, ma vie. Je n'ai pas eu une maison à Maison Laffitte à t'offrir. Je n'ai pas eu un château pour ton mariage. Je n'ai eu que mon amour. Ma voix s'est adoucie, mais apparemment ce n'était pas assez. J'ai posé le micro sur la table, doucement, et puis j'ai dit les mots qui allaient tout changer. Luigi, tu te souviens de cette maison dont tu me parlais il y a quelques mois? C'est la Maison Laffitte, celle que les parents de Chloé vous offraient en cadeau de mariage? Luigi a hoché la tête, confus. Eh bien, j'ai aussi un cadeau à vous faire. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Une enveloppe blanche, simple. Dans cette enveloppe, il y a les papiers d'une propriété. Une petite maison à Fontainebleau. 3 chambres, un jardin. Rien de luxueux. Mais c'était à moi. Les yeux de Luigi se sont écarquillés. C'était la maison de ma grand-mère. Elle me l'avait laissée en héritage. Je l'ai gardée toutes ces années. Je la louais pour avoir un complément de revenus. Mais j'avais toujours imaginé te la donner un jour, pour que tu puisses y vivre, y élever tes enfants, y construire ta famille. J'ai regardé l'enveloppe entre mes mains. Je devais te la donner aujourd'hui. C'était prévu. C'était mon cadeau de mariage. J'ai levé les yeux vers lui. Mais après ce qui s'est passé ce soir, j'ai changé d'avis. Un murmure de stupeur a parcouru l'assemblée. Cette maison, je vais la vendre. Et avec l'argent, je vais enfin vivre pour moi. Voyager, profiter, faire tout ce que je me suis interdit de faire pendant 36 ans. Chloé était devenue blanche. Luigi semblait en état de choc. Alors voilà mon cadeau de mariage pour vous. Un conseil, gratuit. J'ai fait quelques pas vers la sortie. Apprenez à respecter ceux qui vous ont tout donné, parce qu'un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez qu'ils ne sont plus là. Et vous regretterez. Amèrement. J'ai regardé Luigi une dernière fois. Je t'aime, mon fils. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus accepter d'être traité comme si je n'existais pas. J'ai commencé à descendre de l'estrade. « Maman !» Luigi a crié. Mais je ne me suis pas retourné. J'ai traversé la salle. Tous les regards étaient sur moi. Mais cette fois, ce n'étaient plus des regards de pitié. C'étaient des regards de respect. Et même, pour certains, d'admiration. Quelqu'un s'est mis à applaudir. Une femme, puis une autre, puis un homme. Et petit à petit, une partie de la salle s'est mise à applaudir. Pas tout le monde, mais assez pour que je sache que je n'étais pas folle, que j'avais eu raison de parler, que j'avais eu raison de me défendre. Je suis sortie de la salle. Le bruit des applaudissements s'est éteint derrière moi. Dehors, la nuit était tombée. Le ciel était plein d'étoiles. L'air était frais, pur,
J'ai appelé un taxi. J'ai attendu sur le perron. Mes mains ne tremblaient plus. Mon cœur battait calmement. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais légère. Le taxi est arrivé. Je suis montée. « Où allez-vous, madame ?»« À Paris, dans le 15e. »« Vous quittez le mariage déjà ?» J'ai regardé par la fenêtre le château qui s'éloignait. Oui, je quitte le mariage. Et bien plus que ça. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours qui ont suivi le mariage ont été étranges, comme si je vivais dans un brouillard, pas un brouillard sombre. Non, un brouillard lumineux, celui qui vient après la tempête. Je suis rentrée chez moi ce soir-là. J'ai enlevé ma robe taupe. Je l'ai regardée un moment. Puis, je l'ai mise dans un sac, pour la donner. Je ne voulais plus jamais la revoir. J'ai enfilé ma vieille robe de chambre, celle qui est usée mais confortable, et je me suis assise dans mon salon. La photo était toujours là. Luigi a 5 ans, ma main tenant la sienne. Pour la première fois depuis des mois, je l'ai regardé sans pleurer. « Tu étais un si bel enfant », j'ai murmuré. Mais les enfants grandissent, et parfois, ils oublient. Mon téléphone a vibré. Un message de Luigi. « Maman, il faut qu'on parle, s'il te plaît. » J'ai regardé ce message pendant longtemps, puis j'ai éteint mon téléphone. Pas ce soir. Ce soir, j'avais besoin de silence. Je me suis couchée tard, mais j'ai dormi profondément. Pour la première fois depuis des semaines. Pas de cauchemar, pas d'angoisse, juste un sommeil paisible. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. Il entrait par la fenêtre. À travers les rideaux bleu ciel avec de petites fleurs blanches, ces rideaux que Luigi trouvait vieillots, ces rideaux que j'adorais. J'ai fait du café, un vrai café, pas pressé, pas stressé. J'ai pris le temps de le savourer. Puis j'ai rallumé mon téléphone. 37 messages, 15 appels manqués. Luigi, bien sûr, encore et encore. Maman, réponds-moi. Maman, on doit parler. Maman, tu ne peux pas partir comme ça. Maman, je suis désolée. Désolée. Ce mot qui arrive toujours trop tard. Il y avait aussi des messages de numéros inconnus. Des invités du mariage, probablement. Des gens qui voulaient prendre de mes nouvelles. Ou peut-être juste satisfaire leur curiosité. J'ai ignoré la plupart. Mais un message a retenu mon attention. D'une certaine Marguerite Blanchard. « Madame Pommier, nous ne nous connaissons pas. J'étais au mariage hier. Je voulais juste vous dire que vous avez été extraordinaire. Votre dignité, votre courage. J'ai eu les larmes aux yeux. Ne changez rien. Vous êtes une femme remarquable. » J'ai relu ce message plusieurs fois. Une inconnue. Une femme que je n'avais jamais vue. Et pourtant, ces mots me touchaient plus que tous les « je t'aime » que Luigi m'avait dit ces dernières années. Parce qu'ils étaient sincères, sans arrière-pensée, sans culpabilité. J'ai répondu simplement « Merci. Vos mots me touchent énormément. » Puis j'ai appelé quelqu'un. Quelqu'un que je n'avais pas contacté depuis longtemps. Maître Bernard, mon notaire. « Bonjour maître, c'est Cécile Pommier. »« Madame Pommier, quelle surprise. Comment allez-vous ?»« Bien, très bien même. J'ai besoin de vous. Je vous écoute. La maison de Fontainebleau. Je veux la vendre. » Un silence. Bref. Puis, vous êtes sûr? C'était l'héritage de votre grand-mère. J'en suis certaine. Très bien. Je m'en occupe. Le marché est favorable en ce moment. Vous devriez en tirer un bon prix. Parfait. Merci. J'ai raccroché et j'ai souri. Un vrai sourire. Pas un sourire de politesse. Un sourire de soulagement. Cette maison, je l'avais gardée comme un trésor. Pour Luigi. Toujours pour Luigi. Mais maintenant, elle allait devenir mon trésor à moi. Ma liberté. Ma renaissance. Les jours ont passé. Luigi continuait d'appeler, de m'envoyer des messages. Je ne répondais pas. Pas encore. J'avais besoin de temps, de distance, de clarté. Un soir, quelqu'un a sonné à ma porte. J'ai regardé par l'œilleton. C'était lui, Luigi, seul. Il avait l'air fatigué, les traits tirés, les yeux rouges. J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Maman, sa voix était brisée. Luigi, nous sommes restés là, de chaque côté de la porte, comme deux étrangers. Je peux entrer? J'ai hésité encore, puis j'ai hoché la tête. Il est entré. Il a regardé autour de lui, comme s'il redécouvrait l'appartement, les rideaux, les meubles, la photo sur la table. « Tu veux un café ?» j'ai demandé. « Oui, merci. » Nous nous sommes assis dans la cuisine. Cette cuisine où tant de choses s'étaient repassées.
Tant de conversations, tant de rires, tant de larmes. Maman, Non. J'ai levé la main. Laisse-moi parler d'abord. Il a fermé la bouche. Il a hoché la tête. Ce qui s'est passé au mariage, ce n'était pas juste à propos d'un discours, Luigi, ou d'une table, ou d'une robe. J'ai regardé mon café. C'était à propos de respect, de reconnaissance, d'amour. Ma voix était calme, mais ferme. Pendant des années, j'ai tout fait pour toi. J'ai sacrifié ma vie, mes rêves, mes chances de bonheur. Et je ne regrette rien. Parce que je t'aimais. Parce que tu étais mon fils. Luigi avait les larmes aux yeux. Mais toi, Luigi, tu m'as oublié. Petit à petit, tu m'as mise de côté. Tu as eu honte de moi, de mon appartement modeste, de mes meubles vieillots, de ma vie simple. Non, maman, ce n'est pas... Si. J'ai posé ma main sur la sienne. C'est exactement ça. Et le pire, c'est que tu as laissé ta femme m'humilier, devant 200 personnes, et tu n'as rien dit. Les larmes coulaient sur ses joues maintenant. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'étais stressée. Chloé était nerveuse. Je voulais juste que tout se passe bien. Au détriment de ta propre mère? Il a baissé la tête. J'ai eu tort. Je le sais. J'ai été lâche. J'ai été faible. J'ai été un mauvais fils. J'ai retiré ma main. Oui, tu as été, tout ça. Le silence s'est installé entre nous. Lourd, douloureux. La maison de Fontainebleau. Il a fini par dire « Tu vas vraiment la vendre ?» Oui, mais c'était pour moi. Tu me l'avais toujours dit. C'était pour le Luigi que je connaissais. Celui qui m'aimait, celui qui me respectait. Mais ce Luigi-là n'existe plus. Maman, s'il te plaît. Luigi, écoute-moi bien. J'ai posé mes 2 mains sur la table, fermement. J'ai 62 ans. Je ne suis pas vieille. J'ai encore des années devant moi. Et pour la première fois de ma vie, je vais vivre pour moi. J'ai souri. Un sourire triste mais déterminé. Je vais voyager, peut-être en Italie, pour voir le pays de ton père, peut-être en Espagne, ou au Portugal. Je vais profiter. Je vais dépenser cet argent pour moi, pour mon bonheur. Luigi pleurait ouvertement maintenant. Je comprends. Tu as raison. Tu mérites ça. Tu mérites tout. Il a essuyé ses larmes. Mais maman, est-ce que tu peux me pardonner? Un jour, j'ai regardé mon fils, cet homme de 36 ans qui avait l'air d'un petit garçon perdu. Je ne sais pas, Luigi. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais changer, je te le promets. Je vais parler à Chloé. Je vais... Non. J'ai secoué la tête. Ne fais rien pour moi. Si tu changes, fais-le pour toi. Parce que c'est juste. Pas parce que tu te sens coupable. Il a hoché la tête, lentement. Et Chloé, elle regrette aussi. Elle veut s'excuser. J'ai ri. Un rire amer. Chloé ne regrette rien. Elle regrette peut-être les conséquences. L'embarras, le scandale, mais pas ses actes. Ce n'est pas vrai. Elle... Luigi, arrête. Ma voix était devenue dure. Ta femme m'a humilié délibérément. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas le stress. C'était calculé, méchant, cruel. J'ai regardé mon fils droit dans les yeux. Et toi, tu l'as laissé faire. Ça, je ne peux pas l'oublier facilement. Il a baissé la tête. Je comprends. Il est resté encore un moment. Nous avons bu notre café en silence. Puis il s'est levé. Je vais y aller? D'accord. À la porte, il s'est retourné. Maman, je t'aime. Vraiment. J'ai souri, tristement. Je t'aime aussi, Luigi. Ça ne changera jamais. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Il est parti. La porte s'est refermée derrière lui. Je suis retournée dans mon salon. J'ai regardé la photo. Luigi a 5 ans. Au revoir, mon petit garçon, j'ai murmuré. Tu vas me manquer. Parce que c'était vrai. L'enfant qu'il avait été, cet enfant-là, il me manquerait toujours. Les semaines ont passé. La maison de Fontainebleau a été mise en vente. Les visites se sont multipliées. L'intérêt était réel. Maître Bernard m'a appelé. Madame Pommier, nous avons une offre excellente. 275 000 €. J'ai fermé les yeux. C'était beaucoup d'argent. Beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. J'accepte. Parfait. Je lance les démarches. 275 000 €. Ma liberté, ma renaissance. J'ai commencé à faire des projets. De vrais projets. Pour moi. Un voyage en Toscane au printemps. Un cours de peinture que j'avais toujours voulu suivre. Peut-être même un petit appartement plus lumineux, plus moderne. Une nouvelle vie. À 62 ans,
Luigi m'a appelé quand il a appris que la maison était vendue. Maman, c'est vrai? Tu l'as vraiment vendue? Oui. Mais, Luigi, cette conversation est terminée. Chloé est enceinte. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Chloé, enceinte, un bébé, mon petit-fils ou ma petite-fille. Je vois. Maman, s'il te plaît, je veux que mon enfant connaisse sa grand-mère, la vraie, celle qui m'a élevée avec tant d'amour. Mon cœur s'est serré. Un bébé. Une nouvelle vie. Une nouvelle chance, peut-être. Luigi, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer. J'ai fermé les yeux. Je vais y réfléchir. Merci, maman. Merci. J'ai raccroché. Un bébé. Mon petit enfant. Est-ce que je pourrais pardonner? Est-ce que je pourrais oublier? Je ne savais pas. Pas encore. Mais une chose était sûre. Cette fois, ce serait à mes conditions. Pas aux leurs. Plus jamais on ne me traiterait comme si je n'existais pas. Plus jamais on ne me ferait honte. J'étais Cécile Pommier. J'avais 62 ans. J'avais sacrifié ma vie pour mon fils. Mais maintenant, c'était mon tour. Mon tour de vivre. Mon tour d'exister. Mon tour d'être heureuse. Et rien, ni personne ne m'en empêcherait. 6 mois ont passé depuis le mariage. 6 mois pendant lesquels j'ai appris à vivre autrement. La maison de Fontainebleau a été vendue. L'argent est arrivé sur mon compte. 275 000 €. Une somme que je n'avais jamais imaginé posséder. Le premier jour, j'ai juste regardé le relevé bancaire, incrédule. Puis j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. J'ai commencé par les petites choses. J'ai changé mes rideaux, pas parce qu'ils étaient vieillots, mais parce que j'avais envie de quelque chose de nouveau, de léger, de blanc. La lumière entrait différemment maintenant, plus claire, plus douce. J'ai acheté quelques meubles. Une nouvelle table, un fauteuil confortable, des coussins de couleur. Mon appartement a commencé à me ressembler, pas à la femme que j'avais été, mais à celle que je devenais. J'ai pris des cours de peinture, tous les mercredis après-midi, dans un petit atelier près de Montparnasse. L'animatrice s'appelait Claire, une femme de mon âge, divorcée, libre, heureuse. « Vous avez un vrai talent, Cécile », elle me disait souvent. Un talent. Moi, à 62 ans. Je découvrais des choses sur moi-même que j'ignorais. J'ai peint des paysages, des fleurs, des portraits. Rien de parfait. Mais c'était à moi. C'était ma création. J'ai aussi voyagé. Pas loin. Pas encore. Mais j'ai commencé. Un week-end en Normandie, à Honfleur. J'ai marché le long du port. J'ai mangé des huîtres. J'ai regardé la mer. Seule. Mais pas triste. Juste, paisible. Puis un autre week-end, en Provence. Les champs de lavande commençaient à fleurir. Le parfum était enivrant. J'ai dormi dans une petite chambre d'hôte. J'ai bu du rosé au coucher du soleil et j'ai pensé, voilà ce que j'ai raté pendant 36 ans. Mais je ne regrettais pas. Pas vraiment. Parce que j'avais élevé Luigi. Et ça, personne ne pourrait me l'enlever. Luigi m'appelait de temps en temps. Pas souvent. Il avait compris que j'avais besoin d'espace. « Bonjour maman. Comment vas-tu? »« Bien. Et toi? »« Ça va. Le bébé arrive dans 3 mois. »« Je sais. » Un silence. « Tu penses venir? À la naissance? »« Je ne sais pas encore, Luigi. »« D'accord. Je comprends. » Ces conversations étaient courtes, polies, distantes. Nous étions devenus des étrangers qui se respectent, plus des ennemis, mais pas encore une famille. Un jour, j'ai reçu un appel inattendu. D'une femme. « Madame Pommier? C'est Marguerite Blanchard. Nous nous sommes écrits après le mariage. »« Oh oui. Bonjour. Je me permets de vous appeler parce que... Eh bien, j'organise un déjeuner pour un groupe de femmes. Des femmes de notre âge. Nous parlons de nos vies, de nos défis, de nos victoires. Et je me suis dit que vous aimeriez peut-être nous rejoindre. Un groupe de femmes, des inconnus. Avant, j'aurais refusé. Par peur, par habitude de rester seule. Mais maintenant, avec plaisir. Le déjeuner a eu lieu dans un restaurant près du jardin du Luxembourg. Nous étions 8 femmes, toutes entre 55 et 70 ans. Marguerite était là, élégante, souriante. Il y avait aussi Hélène, une ancienne institutrice, Brigitte, qui venait de perdre son mari, Sylvie, qui avait quitté son travail pour ouvrir une librairie, et d'autres, toutes avec leurs histoires, leurs blessures, leurs espoirs. Nous avons parlé pendant 3 heures, de tout, de rien, de la vie. Moi aussi, mon fils m'a mise de côté quand il s'est marié, a dit Hélène. Sa femme ne m'aimait pas.
Elle trouvait que je donnais trop de conseils. Le mien m'a reproché de ne pas être assez moderne, a ajouté Sylvie. Il avait honte de moi devant ses amis de la tech. Ces femmes, elles me comprenaient. Elles avaient vécu des choses similaires. Elles ne me jugeaient pas. Et vous savez quoi? A dit Brigitte. Au final, on survit, on se reconstruit, on devient plus forte. Plus forte. Oui, c'était exactement ça. Ce déjeuner est devenu une habitude, tous les mois, parfois plus. Ces femmes sont devenues mes amies, mes sœurs de cœur. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus seule. 3 mois plus tard, Luigi m'a appelé. Sa voix tremblait. « Maman, le bébé est né. » Mon cœur a bondi. C'est une fille, une petite fille. Comment va-t-elle? Elle est parfaite. 3 kilos 2. Elle a mes yeux, tes yeux, les yeux de mon fils, les yeux de mon père. Et Chloé, elle va bien, fatiguée, mais bien. Un silence. Maman, tu veux venir la voir? J'ai fermé les yeux. Une partie de moi voulait dire oui, immédiatement. Courir à la maternité, prendre cette petite fille dans mes bras. Mais l'autre partie, pas tout de suite, Luigi. S'il te plaît, maman. Luigi, écoute-moi. J'ai besoin de savoir quelque chose. Quoi? Est-ce que Chloé veut vraiment que je vienne? Ou c'est juste toi qui insistes? Silence. Langue. Révélateur. Luigi? Elle est d'accord. Elle comprend que tu es la grand-mère. Comprend. Pas souhaite. Pas désire. Comprend. Alors c'est non. Pas dans ces conditions. Maman, Luigi, je ne veux pas être tolérée. Je veux être désirée. Aimée. Respectée. Si Chloé ne peut pas m'offrir ça, alors je préfère rester à distance. Mais le bébé grandira. Et quand elle sera assez grande pour me connaître vraiment, peut-être que je serai là. Mais pas maintenant. Pas comme ça. J'ai raccroché. Et j'ai pleuré. Parce que c'était dur. Parce que j'avais mal. Parce qu'une partie de moi voulait désespérément serrer cette petite fille dans mes bras. Mais je ne pouvais pas. Pas à leurs conditions. Plus jamais. Les semaines ont passé. Luigi m'envoyait des photos. De la petite, Emma. C'était son nom. Elle était magnifique, avec ses petits poings fermés, ses yeux immenses, son petit nez. Je regardais ces photos, longuement, et je souriais, malgré la douleur. « Bonjour, Emma », je murmurais à l'écran. « Je suis ta grand-mère, et je t'aime, même si on ne s'est jamais rencontrés. » Un jour, Marguerite m'a invité à prendre un thé chez elle. Son appartement était lumineux, plein de livres, de plantes, de vie. Nous nous sommes assises sur son balcon. La vue donnait sur les toits de Paris. « Vous avez fait le bon choix, Cécile », elle m'a dit. « Vous croyez? J'en suis certaine. Vous avez posé vos limites. C'est crucial. » Elle a bu une gorgée de thé. « Vous savez, j'ai fait la même chose il y a 10 ans, avec ma fille. Elle me traitait comme une servante. Toujours des demandes, jamais de reconnaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis éloignée. Pendant 2 ans. Ça a été difficile, mais nécessaire. Et maintenant? Maintenant, nous avons une relation saine, basée sur le respect, pas sur l'obligation. Elle m'a regardée avec douceur. Ça viendra, Cécile. Peut-être pas tout de suite, mais ça viendra. J'ai voulu la croire. J'ai vraiment voulu. 4 mois après la naissance d'Emma, j'ai reçu une lettre. Pas un message, pas un email. Une vraie lettre, manuscrite. L'écriture était maladroite, hésitante. C'était Chloé. Madame Pommier, je ne sais pas comment commencer cette lettre. J'ai écrit et déchiré 10 brouillons avant celui-ci. Ce que j'ai fait le jour du mariage était impardonnable. Je le sais, je l'ai toujours su, mais je n'ai jamais eu le courage de vous le dire en face. J'étais jalouse de vous. C'est pathétique, je sais, mais c'est la vérité. Jalouse de l'amour que Luigi vous portait, jalouse de votre histoire commune, jalouse de cette place que vous aviez dans son cœur et que je n'aurai jamais. Alors, j'ai voulu vous détruire, vous humilier, vous effacer. J'ai cru que si vous n'étiez plus là, Luigi serait entièrement à moi. Mais j'avais tort, tellement tort. Depuis la naissance d'Emma, je comprends. Je comprends ce que c'est d'aimer un enfant plus que soi-même, de vouloir tout pour lui, de sacrifier ses propres désirs pour son bonheur. Et je comprends maintenant ce que vous avez ressenti ce soir-là. L'humiliation, la trahison, la douleur. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je n'en ai pas le droit. Mais je voulais que vous sachiez que je regrette, profondément, sincèrement. Emma mérite de connaître sa grand-mère, la vraie, celle qui a élevé Luigi avec tant d'amour et de courage.
Quand vous serez prête, si vous êtes prête un jour, j'aimerais que vous veniez. Pas par obligation, pas par politesse, mais parce que vous le souhaitez vraiment. Avec tout mon respect, Chloé. J'ai lu cette lettre 3 fois, puis une 4e. Les larmes coulaient sur mes joues. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas suffisant pour effacer tout ce qui s'était passé. Mais c'était un début. Un vrai début. J'ai replié la lettre. Je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau, à côté de la photo. Luigi a 5 ans. On verra, j'ai murmuré. On verra. Parce que le pardon, ça ne se commande pas. Ça ne s'impose pas. Ça vient, ou pas, avec le temps. Et moi, j'avais tout mon temps. J'ai regardé par la fenêtre. Les nouveaux rideaux blancs bougeaient doucement avec le vent. Dehors, Paris vivait. Les gens marchaient, riaient, pleuraient, aimaient, souffraient, continuaient. Comme moi. J'ai pensé à Emma, à cette petite fille que je ne connaissais pas encore, qui portait le sang de mon fils, qui avait peut-être mon sourire, ou mes yeux. Un jour peut-être, j'ai murmuré. Un jour. Mais ce jour-là, ce ne serait pas moi qui supplierais. Ce ne serait pas moi qui me ferais petite. Ce ne serait pas moi qui accepterais les miettes. Ce jour-là, je viendrais la tête haute, respectée, aimée, désirée, ou je ne viendrais pas du tout, parce que maintenant, je savais quelque chose que j'avais mis 62 ans à comprendre. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de la soumission. Et moi, Cécile Pommier, je ne me soumettrai plus jamais. 1 an après le mariage. 1 an exactement. J'étais assise dans mon fauteuil, un livre entre les mains. Un roman italien que Claire, mon professeur de peinture, m'avait recommandé. La lumière de juin entrait par la fenêtre. Douce, chaude. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Allô ? Madame Pommier ? Une voix de femme. Âgée, tremblante. Oui ? C'est Sylvie Dufresne, la mère de Chloé. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Pourquoi m'appelait-elle ? Madame Dufresne. Je ne savais pas qui appeler. Luigi est à l'hôpital, avec Emma. Elle a fait une grosse fièvre cette nuit. Mon sang s'est glacé. Emma ? Elle va bien ? Oui, oui. Ce n'est rien de grave. Une infection virale. Mais Luigi et Chloé sont restés avec elle. Et moi ? Sa voix s'est brisée. Madame Pommier, mon mari a eu un accident vasculaire cérébral il y a 3 jours. Il est en réanimation. Je suis seule ici. Je ne sais plus quoi faire. J'ai fermé les yeux. Monsieur Dufresne, cet homme qui avait parlé si fièrement de sa fille le jour du mariage. Cet homme qui avait accueilli Luigi comme un fils. Je suis désolée, madame. Chloé devrait être là, mais avec Emma malade. Et Luigi ne peut pas tout gérer seul. Et moi, Elle pleurait maintenant. Je n'ai personne d'autre. Ma sœur habite en Bretagne. Mes amies sont toutes occupées. Je me sens si seule. Quelque chose en moi s'est adouci. Pas de la joie, pas de satisfaction, juste de la compassion. Madame Dufresne, voulez-vous que je vienne ? Un silence, surpris. Vous feriez ça ? Après tout ce qui s'est passé ? Personne ne devrait être seul dans un moment pareil. Oh, Madame Pommier, Merci. Elle m'a donné l'adresse de l'hôpital. Je me suis préparée rapidement. J'ai pris mon sac, mon écharpe, et je suis partie. L'hôpital sentait le désinfectant et l'angoisse, comme tous les hôpitaux. J'ai trouvé le service de réanimation. Sylvie Dufresne était assise sur une chaise en plastique dans le couloir. Elle avait l'air si petite, si fragile. Quand elle m'a vue, elle s'est levée, et elle a pleuré. « Madame Pommier, vous êtes venue. » Je l'ai prise dans mes bras, maladroitement. Nous n'étions pas amis, nous n'étions même pas des connaissances. Mais dans ce moment, nous étions juste 2 femmes, 2 mères, 2 êtres humains. Comment va-t-il ? Les médecins disent que les prochaines 48 heures sont cruciales. Il est inconscient. Je ne sais même pas s'il m'entend quand je lui parle. Nous nous sommes assises. J'ai tenu sa main. Elle était froide, tremblante. Parlez-lui quand même. J'ai dit doucement. On ne sait jamais. Nous sommes restés là pendant des heures, parfois en silence, parfois en parlant. De tout, de rien, de la vie. Elle m'a raconté son mariage avec Monsieur Dufresne. 43 ans de vie commune. Les joies, les peines, les compromis. On se disputait souvent, vous savez. Il était têtu, moi aussi. Mais on s'aimait. On s'est toujours aimé. Elle a essuyé ses larmes. Et maintenant, il est là, immobile. Et je ne peux rien faire. Je comprenais. J'avais ressenti la même impuissance quand Luigi m'avait trahi.
cette sensation d'être face à quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas réparer. Vous savez, elle a dit après un long silence, le jour du mariage, j'ai vu ce qui s'est passé. Mon cœur s'est serré. J'ai vu ce que Chloé a dit, ce qu'elle a fait. Elle m'a regardé. Et je n'ai rien dit. J'aurais dû la défendre, vous défendre. Mais j'étais embarrassée, gênée. J'ai fait comme si de rien n'était. Madame Dufresne, non, laissez-moi finir. Elle a pris mes mains entre les siennes. J'ai eu tort. Nous avons tous eu tort. Mon mari, moi, Luigi, et surtout Chloé. Elle a secoué la tête. Je l'ai élevée en princesse, en lui donnant tout, en ne lui refusant rien. Et résultat, elle est devenue arrogante, cruelle même. Elle a écrit, j'ai dit doucement. Elle s'est excusée. Je sais, elle me l'a dit. Mais des excuses ne suffisent pas toujours, n'est-ce pas? Non, elles ne suffisaient pas toujours. Nous avons continué à parler. Et petit à petit, j'ai découvert une femme différente de celle que j'avais imaginée. Pas parfaite, mais humaine, avec ses faiblesses, ses regrets, ses peurs. Le soir est tombé. Une infirmière est venue nous dire que nous pouvions voir Monsieur Dufresne quelques minutes. Sylvie m'a regardée. Vous voulez venir? Je ne sais pas si... S'il vous plaît, j'ai besoin de quelqu'un. Nous sommes entrés dans la chambre. Il était là, Monsieur Dufresne, entouré de machines, de tubes, de fils, si différent de l'homme élégant et sûr de lui que j'avais vu au mariage. Sylvie s'est approchée, elle a pris sa main. Mon chéri, je suis là, et j'ai amené quelqu'un, Madame Pommier, la mère de Luigi. Tu te souviens d'elle? Pas de réponse, juste le bip régulier des machines. Elle est venue me tenir compagnie, parce que je lui ai demandé, et elle est venue, malgré tout. Sylvie m'a regardé, les yeux brillants. C'est ça, la vraie élégance, mon amour. C'est ça, la vraie classe. Pas les grandes maisons, pas les réceptions somptueuses, mais la gentillesse, la compassion, l'humanité. Je suis restée en retrait, respectueuse, silencieuse. Nous sommes sortis quelques minutes plus tard. Sylvie était épuisée. « Rentrez chez vous », je lui ai dit. « Reposez-vous. Je reviendrai demain si vous voulez. » « Vous feriez ça? » Oui. Elle m'a serré dans ses bras, fort, comme on serre quelqu'un qu'on ne veut pas lâcher. « Merci, Cécile. Merci. » C'était la première fois qu'elle m'appelait par mon prénom. Je suis rentrée chez moi tard dans la nuit, fatiguée, émue. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était Luigi. « Maman, j'ai appris. Pour Monsieur Dufresne. Et que tu es allée voir sa mère. »« Oui. Maman, je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, Luigi. »« Si, j'ai tout à dire. » Sa voix tremblait. « Tu aurais eu toutes les raisons de te réjouir, de les laisser se débrouiller, après ce qu'ils t'ont fait, après ce que nous t'avons fait. Je ne suis pas comme ça, Luigi. Je sais, et c'est pour ça que je suis tellement honteux. » Silence. « Chloé veut te voir, maman. Elle veut te parler. En face. »« Je ne suis pas prête, Luigi. Je comprends. Mais elle a changé, maman. Vraiment. Depuis la naissance d'Emma. Et maintenant, avec son père. Le malheur ne change pas les gens, Luigi. Il révèle qui ils sont vraiment. Alors viens voir qui elle est vraiment. » J'ai hésité. Longtemps. « D'accord. Mais pas chez vous. En terrain neutre. Où tu veux. Au Luxembourg. Samedi après-midi. Merci, maman. » Le samedi est arrivé. J'ai marché jusqu'au jardin du Luxembourg. Il faisait beau. Les enfants jouaient près du bassin. Les couples se promenaient main dans la main. La vie continuait. Comme toujours. Je les ai vus de loin. Luigi, Chloé, et dans une poussette, Emma. Mon cœur a fait un bond. Ma petite fille. Pour la première fois. Ils se sont approchés. Chloé avait changé. Elle avait l'air plus douce, plus fatiguée aussi. Les nuits blanches, probablement. « Madame Pommier », elle a dit. Sa voix était différente, plus humble. « Chloé, nous nous sommes assises sur un banc. Emma dormait paisiblement. « Merci d'être venue », Chloé a commencé. « Surtout après ce que vous avez fait pour ma mère. Comment va votre père? Il s'est réveillé, hier. Les médecins sont optimistes. Il aura des séquelles. Mais il va s'en sortir. J'en suis heureuse. » Chloé a baissé les yeux. « Madame Pommier, je sais que je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Je sais que mes excuses ne suffisent pas. Mais je veux que vous sachiez que je regrette. Vraiment. » Elle a levé les yeux vers moi. « Ma mère m'a raconté ce que vous avez fait. Comment vous êtes venu sans hésiter. Comment vous l'avez soutenu, alors que vous auriez pu.
Alors que j'aurais pu me réjouir. J'ai fini sa phrase. Elle a hoché la tête. Chloé, écoutez-moi bien. Je ne suis pas venue pour votre mère pour vous prouver quelque chose. Je suis venue parce que c'était la chose juste à faire. J'ai regardé Emma qui dormait. La vie nous apprend des leçons. Parfois douces, parfois cruelles. Vous avez eu une leçon cruelle. Votre père à l'hôpital. Votre mère désespérée. Emma malade. C'est du karma, elle a murmuré. Je le sais. Peut-être. Ou peut-être que c'est juste la vie. La vie qui nous rappelle qu'on n'est pas invincible, qu'on a besoin des autres, qu'on ne peut pas tout contrôler. Emma a bougé. Elle a ouvert les yeux. Des grands yeux noirs. Comme Luigi, comme mon père. Elle m'a regardé et elle a souri. Un petit sourire édenté. Mon cœur a fondu. Tu peux la prendre. Chloé a dit doucement. Si tu veux. Tu, pas vous. Pour la première fois. J'ai tendu les bras. Luigi a soulevé Emma de la poussette et il me l'a mise dans les bras. Elle était si légère, si douce. Elle sentait bon. Le lait, le talc, la vie. Bonjour Emma, j'ai murmuré. Je suis ta grand-mère, ta mamie Cécile. Elle m'a regardée avec curiosité. Puis elle a posé sa petite main sur ma joue. Et j'ai pleuré, silencieusement. Des larmes de joie, de soulagement, de guérison. Elle t'aime déjà, Luigi a dit, les yeux brillants. Nous sommes restés dans le jardin pendant 1 heure, à parler, à regarder Emma, à apprivoiser ce nouveau début. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des blessures, des cicatrices, des questions, mais c'était un début. En partant, Chloé m'a serré dans ses bras. Merci, elle a murmuré, pour tout. Prends soin de ta famille, Chloé, et n'oublie jamais d'où tu viens. Elle a hoché la tête. Je suis rentrée chez moi, le cœur léger, pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais pardonné. Pas complètement, pas encore, mais un peu, et c'était déjà énorme. Le soir, j'ai regardé la photo. Luigi a 5 ans, tenant ma main. Tu vois, mon petit garçon, j'ai murmuré. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Il m'avait humilié, rejeté, blessé. Mais la vie leur avait montré qu'ils avaient besoin de moi, que j'avais de la valeur, que je comptais, pas par vengeance, par justice naturelle. Le karma n'est pas cruel, il est juste, il rétablit l'équilibre. Tôt ou tard, et moi, Cécile Pommier, j'avais retrouvé ma place. Pas celle qu'il voulait me donner, mais celle que je méritais. Une place de respect, d'amour, de dignité. Et ça, personne ne pourrait plus jamais me l'enlever. 2 ans ont passé depuis ce jour au Jardin du Luxembourg. 2 ans pendant lesquels j'ai appris à construire une nouvelle vie. Une vie qui n'appartient qu'à moi. Emma a maintenant 3 ans. Elle m'appelle Mamie Cécile. Et quand elle le dit, avec sa petite voix, mon cœur se remplit d'une joie que je croyais avoir perdue pour toujours. Je la vois 1 fois par semaine, parfois plus. Mais toujours à mes conditions. Luigi vient me chercher. Nous allons au parc. Nous mangeons des glaces. Nous lisons des livres. Je lui ai acheté un petit chevalet, comme le mien, et nous peignons ensemble. Elle barbouille plus qu'elle ne peint, bien sûr, mais elle rit, et moi aussi. Regarde, mamie, un papillon. Il est magnifique, ma chérie. Ces moments sont précieux, mais ils ne sont plus toute ma vie. Ils en sont une partie, une belle partie, mais juste une partie. Parce que j'ai aussi mes cours de peinture, mes amis, mes voyages. L'année dernière, je suis allée en Toscane. Pendant 3 semaines, seule. J'ai loué une petite maison dans la campagne. J'ai peint des cyprès, des vignobles, des couchers de soleil. J'ai bu du vin, j'ai mangé des pâtes. J'ai parlé italien avec les gens du village. Mon italien était mauvais, mais il souriait, et moi aussi. Un soir, un homme m'a invité à dîner. Giuseppe, un veuf de 68 ans. Gentil, drôle, intéressant. Nous avons parlé pendant des heures, de nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. Vous êtes une femme remarquable, Cécile, il m'a dit en fin de soirée. Vous aussi, vous êtes remarquable, Giuseppe. Il n'y a rien eu de plus. Pas de romance, pas de grand amour. Mais ce dîner m'a rappelé quelque chose d'important. Que j'étais encore vivante, encore désirable, encore intéressante. Que ma vie ne se résumait pas à être la mère de Luigi ou la grand-mère d'Emma. J'étais Cécile Pommier, une femme entière, avec sa propre histoire, ses propres rêves. Les relations avec Luigi et Chloé se sont améliorées, lentement, prudemment. Chloé a changé, pas complètement, pas miraculeusement, mais suffisamment. Elle est plus humble, plus respectueuse.
Elle me demande mon avis. Elle me remercie. Cécile, merci d'avoir gardé Emma aujourd'hui. Vous nous avez sauvé la vie. Cécile. Plus Madame Pommier. Cécile. Et quand elle me regarde, je ne vois plus ce jugement froid qu'il y avait avant. Je vois quelque chose de différent, du respect, peut-être même de l'affection. Monsieur Dufresne s'est rétabli. Il marche avec une canne maintenant. Il parle plus lentement, mais il est vivant. La première fois qu'il m'a revu, après son AVC, il a pleuré. Madame Pommier, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour ma femme. Il n'y a rien à remercier. Si, il y a tout à remercier. Il a pris mes mains entre les siennes, tremblantes. Ce jour-là, au mariage, j'ai ri. Quand Chloé vous a humilié, j'ai ri. Sa voix s'est brisée. J'ai honte, tellement honte. Monsieur Dufresne, non, laissez-moi finir. J'ai passé ma vie à construire un empire, à gagner de l'argent, à impressionner les gens. Et pourquoi? Il a regardé sa canne. La vie m'a rappelé à l'ordre. Elle m'a montré ce qui compte vraiment. Pas l'argent, pas le prestige, mais la gentillesse, l'humanité, la dignité. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et vous, Madame Pommier, vous avez plus de dignité dans votre petit doigt que moi dans tout mon corps. J'ai été touchée, vraiment touchée. On fait tous des erreurs, Monsieur Dufresne. L'important, c'est d'apprendre. Vous êtes une femme sage, Madame Pommier. Sage. Ce mot revenait souvent maintenant. Mes amis me le disaient. Marguerite, Hélène, Claire. Tu es devenue si sage, Cécile. La sagesse. C'est drôle, on croit que ça vient avec l'âge. Mais non, ça vient avec la souffrance, avec la perte, avec les leçons que la vie nous impose. J'ai souffert, j'ai perdu, j'ai appris. Et maintenant, je sais des choses que je ne savais pas avant. Je sais qu'on ne peut pas forcer les gens à nous aimer, qu'on ne peut pas mendier le respect, qu'on ne peut pas s'effacer pour plaire. Je sais qu'il faut poser des limites, dire non, défendre sa dignité, même si ça fait mal, même si ça coûte cher. Je sais que l'amour vrai n'humilie pas, ne rabaisse pas, ne détruit pas. Et je sais que parfois, il faut savoir partir, se retirer, se reconstruire, pas par vengeance, mais par amour de soi. Hier, Emma est venue passer l'après-midi avec moi. Luigi l'a déposée. Merci maman, tu es formidable. De rien mon chéri. Il m'a embrassé sur la joue. Puis il est parti. Emma et moi avons fait des gâteaux. Elle a mis de la farine partout, sur la table, sur ses vêtements, sur son nez. Mamie, tu crois que papa va aimer? J'en suis certaine, ma chérie. Pendant qu'elle mélangeait la pâte, elle m'a demandé « Mamie, pourquoi tu habites toute seule ?»« Parce que j'aime ma tranquillité, mon cœur. Tu n'es pas triste ?»« Non, je suis heureuse. Mais papa dit que quand on est seul, on est triste. » J'ai souri. Être seul et être triste, ce n'est pas la même chose, Emma. On peut être seule et heureuse, comme on peut être entourée et malheureuse. Elle a réfléchi, avec ce sérieux qu'ont les enfants. Alors toi, tu es seule et heureuse? Oui, ma chérie. Exactement. Et c'était vrai. Je n'étais plus seule de la même façon qu'avant. Avant, j'étais seule et vide, seule et blessée, seule et perdue. Maintenant, j'étais seule et entière, seule et forte, seule et libre. Le soir, après que Luigi soit venu chercher Emma, je me suis assise dans mon salon, avec une tasse de thé, et la photo. Luigi a 5 ans, ma main tenant la sienne. J'ai souri à cette image, avec tendresse, mais sans tristesse. Tu as grandi, mon petit garçon. Tu es devenu un homme, pas toujours un homme parfait, mais un homme qui apprend, qui essaie, qui change. J'ai posé la photo, et moi aussi j'ai grandi. J'ai appris, j'ai changé. Par la fenêtre, le soleil se couchait. Les rideaux blancs bougeaient doucement. La lumière était dorée, magnifique. J'ai pensé à ma grand-mère, celle qui m'avait laissé cette maison que j'avais vendue, cette maison qui m'avait donné ma liberté. Merci, mamie, j'ai murmuré. Merci pour ce cadeau. Parce que c'était un cadeau. Pas la maison elle-même, mais la possibilité de me choisir, de me respecter, de me libérer. J'ai pensé à toutes les femmes qui m'avaient soutenue. Marguerite, Hélène, Claire, Sylvie même. Toutes ces femmes qui avaient compris, qui avaient été là, qui m'avaient rappelé que je n'étais pas folle, que je méritais mieux. Et j'ai pensé à toutes celles qui vivaient ce que j'avais vécu, ces femmes invisibles, ces mères oubliées, ces grands-mères rejetées. Si mon histoire pouvait les aider,
si elle pouvait leur donner du courage, si elle pouvait leur rappeler leurs valeurs, alors tout cela aurait eu un sens. J'ai ouvert mon carnet, celui où j'écrivais mes pensées, mes réflexions, et j'ai écrit « Chère femme, si vous lisez ces mots, c'est peut-être que vous vivez ce que j'ai vécu, que vous vous sentez rejeté, oublié, humilié. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas trop sensible, vous n'êtes pas égoïste. Vous avez le droit de poser des limites, de dire non, de partir si on ne vous respecte pas. L'amour ne devrait jamais vous faire sentir petite, indigne, invisible. Si on vous traite ainsi, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Vous méritez mieux, tellement mieux. Et il n'est jamais trop tard pour se choisir, pour se reconstruire, pour vivre. J'avais 62 ans quand j'ai décidé de me respecter. 62 ans. Certains diraient que c'est tard. Moi, je dis que c'était le moment parfait. Parce que maintenant, je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que je ne tolérerai plus jamais. Alors, chère femme, si vous hésitez, si vous avez peur, si vous vous demandez si vous avez le droit, oui, vous avez le droit de vivre, d'exister, d'être heureuse. Choisissez-vous, toujours, avec tout mon amour et mon respect, Cécile. J'ai refermé mon carnet et j'ai souri. Dehors, la nuit était tombée. Les lumières de Paris s'allumaient, une à une, comme des étoiles terrestres. Demain, j'irai peindre au Luxembourg. Avec Claire, nous parlerions, nous ririons, nous vivrions. Après-demain, j'avais rendez-vous avec Marguerite pour préparer notre prochain voyage, en Espagne cette fois, à Séville. Et la semaine prochaine, Emma viendrait me voir, et nous ferions des gâteaux, et nous peindrions, et nous ririons. Ma vie était pleine, différemment, mais pleine. J'ai éteint la lumière du salon, et je me suis levée. Dans le miroir de l'entrée, j'ai vu mon reflet, une femme de 64 ans, des cheveux gris, des rides, mais des yeux vivants, brillants, heureux. « Bonsoir Cécile », j'ai murmuré à mon reflet. « Tu as fait du bon travail. » Et pour la première fois depuis très très longtemps, j'étais fière de moi. Pas de ce que j'avais donné aux autres, mais de ce que j'avais gardé pour moi. Ma dignité, mon respect, ma liberté. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, alors tout cela aura eu un sens. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.